Monsieur le gouverneur, monsieur le président du Conseil de la concurrence, je voudrais commencer par dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous aujourd'hui pour une conférence qui a été décrite comme étant une conférence fondatrice et qui est certainement extraordinairement importante compte tenu de la nature des enjeux qui vont être discutés. Donc je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et les trois organismes qui ont rendu cette manifestation possible pour leur invitation. Mon second propos serait de dire que finalement je n'ai rien à dire parce que mes prédécesseurs ont couvert un champ extrêmement large et extrêmement pertinent de nos discussions, et il est bien difficile d'être le troisième orateur dans cette séance inaugurale. Je vais cependant vous dire quelques mots qui ne seront peut-être que des illustrations de certains des propos qui ont été tenus avant, en me fondant sur le fait que l'OCDE en particulier, comme certains d'entre vous le savent peut-être, a porté une très grande attention à ces problèmes d'économie digitale. Le comité de la concurrence en particulier, mais bien évidemment ce n'est pas la seule institution à l'intérieur de l'OCDE. Nous avons consacré pratiquement une quarantaine de tables rondes à différents aspects, et nous continuons de le faire parce que les progrès de la connaissance dans ce domaine sont absolument cruciaux compte tenu d'un certain nombre de défis qui nous sont opposés, si je peux dire, ou en tout cas qui se créent par le développement du digital. Alors, je voudrais faire 4 observations dans ma présentation. La première, c'est simplement de rappeler le contexte. Le contexte, c'est l'économie des données. Et l'économie des données n'est dans un certain sens pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. Les entreprises ont toujours essayé de comprendre quels étaient les désirs, les besoins des consommateurs. Elles ont essayé également de communiquer elles-mêmes par des moyens de publicité, par exemple, dans la presse ou dans les médias. Mais ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, c'est qu'il y a eu une transformation technologique triple qui a affecté l'économie des données et qui a complètement transformé les bases sur lesquelles fonctionne cette économie des données. La première évolution technologique a été l'évolution technologique de l'informatique, la miniaturisation des composants électroniques qui a permis un stockage de données considérablement plus important et considérablement moins cher que les techniques traditionnelles de conservation des données. La deuxième évolution technologique a bien évidemment été celle de la communication digitale qui a permis le développement de l'échange de ces données entre un très grand nombre de personnes, et également d'ailleurs la multiplication du recueil de ces données, toujours à des coûts qui sont très faibles. Et puis le troisième développement technologique auquel il a été fait allusion, c'était le développement de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est-à-dire d'une capacité de compréhension de ces données, de traitement de ces données et d'utilisation de cette analyse pour orienter l'action. Alors sur ce dernier point, pour simplement dire un mot, bien évidemment, dans les années 70, l'ambition des scientifiques était de créer des machines qui pourraient raisonner et qui pourraient être intelligentes dans le même sens que l'intelligence humaine. Ce projet n'a pas prospéré. Ce qui a prospéré, en revanche, ça a été justement le développement de techniques qui permettent d'analyser de façon beaucoup plus profonde, de trouver des structures à l'intérieur des données et de les utiliser dans des algorithmes pour permettre d'orienter l'action. Et l'exemple peut-être le plus frappant que je puisse vous donner de ça, pour donner un contenu, a été Libratus, qui est un programme qui, en 2017, c'est un algorithme qui a été mis au point à Carnegie Mellon Institute aux États-Unis, et c'est un algorithme qui joue aux échecs. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, en 2017, il y a eu une grande confrontation, c'est-à-dire qu'on a mis l'algorithme face aux 3 meilleurs joueurs de poker du monde, et naturellement, l'algorithme a gagné au bout d'une série assez longue de parties. Ce qui est remarquable, c'est qu'il a gagné alors que rien dans l'algorithme ne disait comment jouer. La seule chose qui était dans l'algorithme, c'était ce qui était gagner et ce qui était perdre. Et au début, l'algorithme a beaucoup perdu.
Il a analysé les données qu'il récoltait, mais comme il ne savait pas jouer, il avait de la difficulté même à avoir une notion des règles selon lesquelles on pouvait jouer au poker. Et puis en continuant d'analyser les données passées qui s'accumulaient au fur et à mesure des parties, s'est aperçu qu'il y avait une incohérence. Et l'incohérence venait du fait qu'il était clair que les champions du monde de poker étaient en train de bluffer et que c'est pour ça qu'ils gagnaient. Et l'algorithme a intégré cette dimension, s'est mis à lui-même à bluffer, et c'est comme ça, ultimement, qu'il a fini par gagner contre les 3 plus grands joueurs de poker du monde. C'est donner une idée assez précise de ce en quoi l'intelligence artificielle et le machine learning peut aider à la décision et la puissance de l'instrument. Alors la combinaison de ces 3 révolutions technologiques a bien évidemment fait que la donnée, dont j'ai dit qu'elle avait toujours existé dans l'analyse économique, mais a changé de dimension. C'est devenu d'abord un facteur extrêmement abondant, un facteur extrêmement peu cher, un facteur extraordinairement productif grâce à l'intelligence artificielle que j'évoquais, et surtout un facteur qui ne se détruit pas avec son utilisation, contrairement aux autres facteurs de production. Ceci, ça a changé considérablement les techniques de production des biens et des services, tout à fait naturellement, et ça a d'ailleurs complètement changé la relation entre producteurs et consommateurs, parce que cette donnée, d'où elle vient de l'activité même des consommateurs en tant que demandeurs sur les marchés. Alors, comme il a été dit, un certain nombre de caractéristiques découlent de ce que je viens d'évoquer. Premièrement, il existe des économies d'échelle énormes qui vont poser un problème nouveau, qui est le suivant. Plus on a de données, plus l'algorithme peut être entraîné et devient puissant dans ses prédictions, et meilleur on est. C'est-à-dire que ça introduit, notamment par le biais de l'intelligence artificielle, un lien entre concentration et efficacité. Et du coup, ça crée un dilemme entre concurrence et efficacité. On avait l'habitude de dire que c'était par la concurrence, et donc la concurrence atomistique, donc la concurrence entre un très grand nombre, que l'efficacité pouvait se développer. Et bien là, on est dans un monde dans lequel la relation est inversée, et ça va poser un problème aux autorités de régulation. Quel est l'arbitrage à faire entre la recherche de l'efficience d'un côté et le maintien de la concurrence de l'autre? Ceci est amplifié par le fait qu'il y a également des économies de gamme dans l'économie des données, c'est-à-dire que des données qui sont récoltées à propos de quelque chose peuvent être utilisées dans différentes activités. Ceci, ça veut dire que les opérateurs digitaux vont être des opérateurs qui vont fonctionner sur la base d'économies de gamme, c'est-à-dire de façon conglomérale, dans un certain sens, conglomérale dans le type de service qu'ils vont pouvoir offrir, et conglomérale dans le sens que plus ils offrent un lot important de services, plus ils utilisent leurs données dans de nombreuses directions, plus ils sont efficaces. Bien évidemment, ceci va créer un nouveau dilemme, qui est le dilemme de l'accès aux données. On a dit, ça pousse à la concentration, mais une fois qu'un organisme a un très grand nombre de données, il n'a pas d'incitation particulière à le partager avec qui que ce soit. Au contraire, il aimerait pouvoir monopoliser cette donnée. Et la concurrence requiert, en tout cas pour l'instant, il y aura peut-être des développements technologiques dans les prochaines années sur ce point, parce qu'il y a maintenant l'émergence de quelque chose dont je ne veux pas parler, mais qui sont les données synthétiques, c'est-à-dire des données qui sont elles-mêmes générées indépendamment de la réalité. Mais pour l'instant, l'accès à la donnée devient un élément de concurrence très important, et donc problème pour les régulateurs de comment réguler cet accès à la donnée. Alors ceci, ça conduit, et je crois que c'est un élément important, au fait qu'il y a plusieurs angles sur lesquels la régulation des données voudrait intervenir, et ces angles ne sont pas nécessairement cohérents les uns avec les autres. Premièrement, du point de vue de la concurrence, une circulation de la donnée, un accès à la donnée le plus importante permet de développer la concurrence, l'efficience, etc. C'est une bonne chose. Mais bien évidemment, la protection de la vie privée est un élément qui va dans un sens contraire, dans lequel on voudrait pouvoir, en tout cas, que celui qui est à l'origine des données puisse restreindre cette diffusion. Troisième élément, assurer l'accès à la donnée
Donc ça aussi, c'est un enjeu de concurrence. Mais ça se heurte éventuellement à la protection de la sécurité de la donnée, parce que la donnée est quand même fragile. La donnée peut être transformée, la donnée peut être... Donc, accès et sécurité posent un nouveau dilemme. Finalement, l'intégrité de la donnée est aussi quelque chose qui est très important, puisque la donnée est sous une forme qui est une forme immatérielle et peut être facilement transformée. Donc c'est une considération qui se rajoute. Et puis finalement, la protection du consommateur, c'est-à-dire le fait que les données auxquelles il a accès soient des données qui soient fiables, est également un élément. L'un des problèmes auxquels on a à faire face, c'est le fait que ces différentes régulations ont été conçues dans un certain nombre de pays indépendamment les unes des autres. Et ça pose une question institutionnelle. Question institutionnelle, il a été fait référence tout à l'heure au Royaume-Uni. Question institutionnelle qui a été posée au Royaume-Uni. Est-ce qu'il ne faudrait pas fonder un organisme qui recouvrerait les différents régulateurs de données pour que, lorsqu'il y a des arbitrages à faire entre des objectifs qui sont tous éminemment sérieux mais qui peuvent être contradictoires, ces arbitrages puissent être faits. J'en ai fini sur l'économie des données, je voudrais maintenant passer aux défis qui sont posés aux autorités de concurrence. Alors le défi le plus important de l'économie digitale pour les autorités de concurrence, c'est que la concurrence dans le digital ne fonctionne pas comme la concurrence dans les secteurs non digitaux. Et il y a tout un ensemble de déclinaisons qui permettent de comprendre pourquoi. D'abord, dans le domaine digital, il n'y a pas de firme qui soit présente sur un marché, qui achète des inputs, qui transforme, qui vendent ces inputs à un prix qui leur permet de couvrir le prix des inputs. Ce que l'on a, ce sont des écosystèmes. Et les écosystèmes, essentiellement, c'est composé d'une plateforme centrale qui est un algorithme qui permet un certain type de relation entre différentes parties prenantes, et puis ce qu'on appelle des complémenteurs, qui sont par exemple des gens qui inventent des applications qui peuvent fonctionner. Et ce que font les plateformes, c'est d'une part elles-mêmes et d'autre part avec les complémenteurs, c'est d'offrir un ensemble de services qui utilisent l'algorithme central et qui sont des services complémentaires et attractifs pour les consommateurs. Donc on n'est donc pas du tout dans une logique d'entreprise classique pour laquelle a été fait le droit de la concurrence. Le deuxième, je reviendrai sur cet élément dans un instant. Un écosystème produit des services complémentaires. Ce que les gens achètent quand ils s'abonnent à Google ou quand ils ont le service Google, c'est un ensemble de services qui sont offerts par Google et qui sont soit des services qui ont été produits par Google, soit des services qui ont été produits par les complémentaires, mais que Google a admis sur sa plateforme. Deuxièmement, les plateformes, elles sont multifaces, contrairement aux entreprises qui en général ont une face qui est la face qui les relie aux consommateurs. Les plateformes sont multifaces, c'est-à-dire il y a les annonceurs d'un côté, il y a les fournisseurs d'applications de l'autre, il y a éventuellement les commerçants qui veulent vendre sur la plateforme, et puis il y a finalement les utilisateurs de la plateforme. Alors le fait qu'ils soient multifaces, ça veut dire notamment qu'ils peuvent fournir des services gratuits à l'une de ces faces en la faisant financer, la production de ces services, par d'autres faces. C'est typiquement ce que fait Apple, par exemple, qui finance un grand nombre de services qu'on peut trouver sur Apple, quand on a le système Apple. Par quoi ? Par le fait qu'ils vendent des terminaux qui sont très luxueux et très chers. Donc c'est ça qui finance la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que Google a une approche tout à fait différente. Lui, il se fait financer par la publicité et non pas par des terminaux qui sont très chers. J'en reviendrai là-dessus parce que c'est important. Ça veut dire que la concurrence par les prix a un sens complètement différent et qu'un certain nombre d'instruments qu'utilisent les autorités de concurrence pour mesurer la concurrence, le rapport entre les prix et les coûts, ne vont pas être adaptés à une situation dans laquelle les services sont gratuits. Donc il va bien falloir inventer de nouveaux instruments pour pouvoir, par exemple, estimer la puissance de marché. Comment se joue la concurrence entre les plateformes ? Ça se joue par l'innovation
par la capacité de mettre des services qui deviennent attractifs et qui font qu'on abandonne une plateforme au profit d'une autre. C'est une innovation dont on a dit tout à l'heure qu'elle est souvent disruptive, qu'elle est, qui est une innovation de rupture dans laquelle on produit autrement. Mais c'est assez différent du schéma implicite de la concurrence dans le monde réel, dans lequel plusieurs entreprises sur le même marché font la même chose, les unes que les autres, et les consommateurs arbitrent entre ces différentes offres. Là, les consommateurs arbitrent entre les offres, mais ce sont des offres qui sont diversifiées. L'un des exemples de ça, c'est que Facebook a, depuis 2011, proposé de mettre à la disposition de qui le voulait un certain nombre de données qui sont acquis par Facebook grâce à l'examen des utilisateurs de Facebook. Personne ne veut de ces données, parce que ces données, elles sont d'abord formatées pour les besoins de Facebook. Donc, le seul intérêt qu'on pourrait avoir pour ces données, c'est le fait de dupliquer ce que fait Facebook. Mais dupliquer ce que fait Facebook, compte tenu des économies d'échelle, compte tenu des économies de gamme que j'ai évoquées, ne présente aucun espace d'intérêt. Donc, la concurrence va être une concurrence schumpeterienne, on va dire, par l'innovation, et non pas une concurrence par les prix traditionnels tels qu'on la connaît. Autre élément, on a l'habitude de penser qu'un sidérurgiste, c'est un opérateur sur le marché de l'acier, ou un cimentier, c'est un opérateur sur le marché des ciments. Et quand on parle d'une plateforme ou d'un écosystème numérique, il n'y a pas de marché particulier sur lequel ils sont. Ils sont sur tous les marchés sur lesquels ils peuvent intervenir compte tenu de leur algorithme. Et qui plus est, ils changent la configuration de leur service. Ça veut dire que la notion de marché pertinent qui est au cœur de l'analyse de concurrence n'est pas très pertinente dans le cas justement des écosystèmes parce qu'ils sont sur tous les marchés. À vrai dire, ils sont liés à une technologie plutôt qu'être liés à un marché et c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire en particulier que la concurrence potentielle peut venir d'autres écosystèmes qui font quelque chose de totalement différent, mais qui peuvent utiliser leur algorithme éventuellement pour investir un champ. Et c'est précisément pour ne pas avoir vu ça, par exemple, que l'Office of Fair Trading en Angleterre, lorsqu'il a examiné la fusion entre Facebook et Instagram, s'est dit, entre un réseau social d'un côté et une application qui permet d'échanger des photos de l'autre, il n'y a pas de lien. Je vais interroger les gens. Est-ce que Instagram pourrait devenir un réseau social? Les gens rient. Non, c'est une application pour échanger des photos, mais c'est tout. Bon. Aussitôt la concentration réalisée, Instagram est devenu, comme TikTok ou d'autres, est devenu un réseau social en lui-même. C'est pour avoir eu une vue trop restrictive, trop classique de la notion de marché pertinent, que cet élément a été perdu de vue, que l'opération a été autorisée, alors que maintenant beaucoup se posent la question de savoir si elle aurait dû l'être. Un élément crucial est la gouvernance, c'est-à-dire les plateformes, non seulement ont un algorithme, mais elles établissent des règles pour les relations qu'il va y avoir entre la plateforme et les complémentaires. Alors, ça conduit à des débats sur la concurrence interne à la plateforme. Mais cette concurrence interne à la plateforme, elle a un effet sur les concurrences entre les plateformes. Par exemple, à l'heure actuelle, nous savons que Apple est beaucoup plus discriminant quand il s'agit d'accepter des applications qui viennent de l'extérieur que Google. Il y a une raison d'ailleurs pour ça, c'est qu'ils ont tous les deux des business models différents et donc Apple pense que ses clients sont des gens qui veulent une exclusivité, une qualité de service qui est très élevée, donc ils sont très exigeants pour accepter des applications, alors que Google joue sur la masse qu'il va pouvoir vendre aux annonceurs et donc a intérêt à ce qu'il y ait le plus possible d'applications et le plus possible d'utilisateurs, quel que soit finalement le niveau de qualité qu'il y a entre les deux. Le fait qu'il y ait ça nous dit deux choses. Premièrement, les business models sont différents, ce qui veut dire que le traitement de problèmes de concurrence va être un problème non pas au niveau du marché, mais au niveau de chaque entreprise, parce qu'il va falloir adapter la prescription, adapter le remède au business model de l'entreprise. Ça nous dit une seconde chose.
comme je disais tout à l'heure, la notion de barrière, enfin la notion d'entrée potentielle et de concurrence potentielle est beaucoup plus large dans le domaine du digital qu'il n'est dans le domaine réel. Et ça veut dire qu'un certain nombre de doctrines, notamment la doctrine dite de la concurrence potentielle, qui conduit à prendre en compte un concurrent potentiel s'il est pratiquement sur le point de rentrer dans le secteur, il va être tout à fait inapplicable dans le cas où enfin, si elle est appliquée, elle va être appliquée à tort dans le domaine du digital, dans lequel il faut regarder les choses d'une façon horizontale beaucoup plus grande. Toutes ces différences disent quoi? Ça dit l'appareil traditionnel que nous avons de gestion de la concurrence est essentiellement fondé sur un modèle économique qui est assez différent du modèle digital, et donc il faut adapter, il ne faut pas éliminer ce modèle, parce que clairement la concurrence conduit à l'efficacité et à l'innovation elle aussi, mais il faut adapter les concepts qu'on a, il faut adapter les mesures, il faut adapter l'analyse, et c'est ce travail qui est un travail difficile et dans lequel l'OCDE a beaucoup investi. Mon troisième point, c'est le rapport entre le droit de la concurrence et la régulation dans le domaine du digital, qui a déjà été abordé, donc je vais être assez bref là-dessus. Le droit de la concurrence, ça repose sur l'exemplarité d'un nombre restreint de cas traités ex post et qui donnent une indication de ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Selon quel modèle? Selon une procédure, j'allais dire quasi-juridictionnelle, dans laquelle une autorité de concurrence va faire une instruction qui va être contradictoire, qui va donner lieu à des sanctions, qui va donner lieu possiblement à un recours ou à un appel. La question qui est posée, c'est compte tenu de la vitesse à laquelle évolue le secteur digital, est-ce que cette méthode pour essayer d'assurer que les comportements des opérateurs sont des comportements qui sont conformes à la concurrence, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça n'arrive pas trop tard, et est-ce que ça n'arrive pas à un coût qui est exorbitant pour l'autorité de concurrence? Et c'est là qu'il y a une tension ou une complémentarité possible entre le contrôle ex post et le contrôle ex ante, et c'est là, par exemple, que l'Union européenne a répondu en disant: outre l'article 101 et l'article 102 du traité de l'Union européenne, j'ai aussi besoin d'une régulation ex ante pour éviter que certaines situations qui seraient incontournables et qui ne pourraient pas être défaites ne se créent pendant le temps pendant lequel je résous le problème. Deux caveats sur les questions de la régulation. Pour avoir une bonne régulation, il faut bien comprendre comment fonctionne la concurrence dans le secteur. Deuxièmement, lorsque la connaissance justement du fonctionnement de la concurrence est évolutive, comme elle est, parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans le secteur, une régulation qui inclut une certaine flexibilité peut avoir un plus grand sens qu'une régulation qui, a priori, pose des principes qui sont difficilement modifiables. De ce point de vue-là, je renvoie au débat qu'il y a entre le DMA, justement, de l'Union européenne, et les propositions de régulation qui ont été faites, par exemple, au Royaume-Uni, dans lesquelles il y a un style tout à fait différent. Il y a bien une régulation, il y a bien de grands pouvoirs pour l'autorité de concurrence d'imposer des choses, mais seulement après un examen au cas par cas pour savoir vraiment quelle est la nature du problème. Le système de régulation européen, si je le schématisais, est plutôt de dire, voilà, il y a un certain nombre de comportements que l'on considère comme étant inadmissibles et donc qui ne doivent pas être mis en œuvre. Entre les deux, il y en a un qui est un petit peu plus flexible que l'autre. L'histoire dira comment sera appliqué. Donc, compréhension et flexibilité. Mon dernier point, c'est sur la coopération internationale et la coopération entre autorités de concurrence. Alors, on est dans un système dans lequel la coopération s'est développée selon deux modèles. Dans un premier temps, la coopération entre autorités de concurrence, elle a été essentiellement destinée à permettre à de nouvelles autorités de bénéficier de l'expérience d'autorités qui étaient là depuis plus longtemps et qui avaient acquis une certaine expérience de la pratique. Dans un deuxième temps, que je situerai vers les années 90, avec le développement du commerce international, avec la libéralisation des échanges, on s'est aperçu qu'il y avait une interpénétration des marchés nationaux. C'est-à-dire qu'un marché national pouvait être la victime d'une pratique anticoncurrentielle qui était mise en œuvre par une entreprise d'un autre pays qui exportait vers ce pays-là. Et donc, s'est posé un problème de comment est-ce que chaque autorité nationale pouvait exercer sa souveraineté opérationnelle à partir du moment où elle n'avait pas de pouvoir d'enquête dans le pays d'origine de ce qui était, de l'auteur de l'infraction.
Et c'est là qu'on a développé un protocole dans lequel les autorités de concurrence s'aident mutuellement en échangeant des informations confidentielles ou non confidentielles, mais en s'aidant à traiter des cas. Avec l'économie digitale, on arrive dans un troisième monde qu'on n'a pas encore envisagé, qui est un monde dans lequel il n'y a plus de marchés nationaux. Il y a des opérateurs globaux sur des marchés globaux et dont les pratiques ont exactement les mêmes effets dans tous les pays. Et l'une des questions qui doit être posée, c'est est-ce qu'il est toujours utile d'avoir le système de coopération qu'on a ? Si je prends par exemple Booking.com, Booking.com est l'objet d'un nombre considérable d'enquêtes d'autorités de concurrence dans beaucoup de pays du monde. Beaucoup de ces enquêtes se dupliquent les unes les autres. Ne serait pas nécessaire s'il y avait une autre façon de coopérer, qui serait une façon de coopérer cette fois-ci sur la sélection des cas et sur le traitement des cas, plutôt que d'être uniquement ou largement fondé sur l'échange d'informations. Je pense que compte tenu de la disproportion des moyens entre les GAFAM et les autorités de concurrence en général, c'est une piste de réflexion qui doit être poursuivie, parce que le risque, bien évidemment, c'est que les autorités de concurrence épuisent toutes leurs ressources à lutter contre des pratiques qui, par ailleurs, ont déjà été envisagées et condamnées ailleurs, et pendant ce temps, ne puissent pas assurer leur mission vis-à-vis d'autres secteurs dans lesquels il y a également des problèmes de concurrence. Un grand nombre de ces sujets, pas tous, mais un grand nombre de ces sujets seront traités pendant ce colloque. L'innovation disruptive, comme on a dit, par exemple dans le domaine de la finance, qui pose les problèmes de la régulation qui ont été tout à fait bien posés par le gouverneur. Le problème de l'accès aux données, le problème de la régulation à la fois des services et des produits. Et c'est pour ça que je crois que cette conférence est une conférence fondatrice, parce qu'elle touche les points essentiels qui posent problème, ou en tout cas qui posent des interrogations à l'heure actuelle dans le développement de l'économie digitale. Merci beaucoup.